production Sideways. Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast, je reçois Alexandre Paré de RefTech Systems, une entreprise qui se spécialise dans la modernisation et dans l'optimisation des systèmes industriels par la robotisation. On parle vraiment d'une technologie 4.0, puis Alexandre nous parle vraiment de son parcours entrepreneurial pour avoir surmonté plein de défis pour faire évoluer RefTech, de venir chercher le maximum au niveau de la technologie qu'elle a à offrir pour ses clients. Dans l'épisode, Alexandre nous parle de précieux conseils concrets au niveau de l'innovation, de la gestion d'équipe et de la persévérance. Je vous souhaite un bel épisode tout le monde. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Alexandre Paré de RefTech Systems. Salut Alexandre, merci de m'accueillir dans tes bureaux aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir de t'accueillir. Tu m'accueilles vraiment en deux jobs, on s'entend, tu es en meeting, tu en as sûrement après, puis fait que le titre est encore bon pour la majorité de mes clients, c'est moi je me déplace, je suis dans le jeu aussi, fait que on se promène. Ouais. Ben, merci de m'en recevoir, puis j'ai hâte de voir un peu ton parcours entrepreneurial parce que c'est quand même une belle business que vous avez là. Ouais. Ce que tu as fait avant, ça a sûrement un impact sur ce que tu as comme bâti comme entreprise aujourd'hui. Fait que explique-moi donc un peu, tu sais, d'où tu viens. Comment t'as... Ouais, ben moi je suis natif de Saint-Joseph, à 15 minutes de Sainte-Marie où on est basé actuellement. Puis je suis pas dans mon bagage enfance, mettons, j'ai pas tant d'expérience avec l'entrepreneuriat. OK. Mon père était dans la Sûreté du Québec, il a fini comme enquêteur aux stupéfiants à SQ à Saint-Joseph. Puis ma mère était gestionnaire chez Hydro-Québec. Fait qu'il pouvait pas avoir pas moins un modèle entrepreneurial que ça, mais tu sais, deux fonctionnaires qui ont fait leur travail puis qui ont tout donné pour leurs enfants. Fait que moi j'ai été élevé, mon père m'encourageait tout le temps, tu sais, dans le processus manuel de découvrir qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'allais aimer faire. Il m'a tout le temps dit, tu sais, ta job, tu vas la faire quasiment tous les jours, 5 jours sur 7, mettons. Fait que si t'es pogné pour pas aimer ça, ta vie, elle va vraiment être plate. Ouais. Fait qu'il m'a jamais comme dirigé T'as un peu côté découragé en avance, tu sais. Ben, découragé. Du côté de ma mère, qui avait une famille un peu plus qui était dans la politique, j'avais mon grand-oncle qui était Robert Clich, qui était juge, député, médecin et autres. Là, c'était des niveaux d'éducation plus élevés. Mon père, il vient des Saules à Québec, puis il a grandi, tu sais, par lui-même. Tu sais, il chicanait pas mal avec son père. Là. Son père était quand même super rough avec lui, fait qu'il est parti de bonne heure de chez eux. C'est peut-être là qu'il y avait un petit côté entrepreneurial. Là. Parti comme, je pense qu'il avait comme 14 ou 15 ans, travaillé sur un bateau. Puis à un moment donné, il est revenu puis il est parti de chez eux parce qu'avec son père, ça marchait pas. Fait qu'il avait peut-être bien cette fibre-là, tu sais, même s'il était fonctionnaire, mettons. Là. Ouais. Je pense qu'il y avait cette volonté-là de dire, tu sais, je me débrouille par moi-même, puis je vais tout le temps trouver une solution, puis j'ai pas... Et des fois, c'était un peu un couteau à deux tranchants. Ouais. Il était fort sur j'ai pas besoin de personne, puis je vais m'arranger. Là. Fait que c'est peut-être de là que je retiens ça un peu. Mais tu sais, j'ai grandi dans ce milieu-là. Je faisais beaucoup de sport. Mes parents, ils ont tout donné pour moi et ma soeur. Puis, fait que tu sais, tout ce temps-là, j'avais jamais comme caressé l'idée de dire, OK, je veux me partir à mon compte, je veux partir de quoi, je veux créer quelque chose, je veux devenir entrepreneur. C'est juste de travailler dans l'ingénierie mécanique. C'était ça ta passion C'était avant? ça ma passion, c'est ça. Tout ce qui était mécanique. Puis, je rentrais à l'université en pensant, dans mon bac en génie mécanique, je pensais... Je vais sortir de là, puis mettons, donne-moi une F1, je vais te la concevoir de A à Z. Puis plus que ton bac il avance, plus tu fais comme, OK, ouais, ça sera pas ça pendant tout, là. Puis c'est vraiment sortant de là, j'ai travaillé comme programmeur chez Prodevco à Saint-Georges, qui était une compagnie d'intégration robotique, un peu comme on fait RefTech. Fait que j'ai même pas fait de conception mécanique en plus en sortant de l'université. Fait que j'ai le projet de la F1, c'est pour plus tard. Ouais, je pense que je me rends compte que j'aurais pas les connaissances pour faire la F1. J'aime écouter la F1, mettons, ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est mécanique, mettons, les avions, F1, tout ce qui est pas grosse performance, c'est tout ce qui est complexité mécanique, aérodynamisme, tout ça, c'est tout le temps le fun, mais je pense pas éventuellement à ma retraite faire ça. Fait que bref, j'ai travaillé comme programmeur pendant comme 5 ans. Puis c'est chez Robotique à Lévis, où j'avais quitté Prodevco. Puis j'étais parti chez Robotique à Lévis, puis j'étais ingénieur aux applications comme aux ventes là-bas. Puis on distribuait des produits partout dans le monde. Fait qu'on voyait, mettons, moi je voyais nos produits se vendent beaucoup Allemagne, Europe, puis aux États-Unis, puis au Québec, on vendait absolument zéro.
Puis c'est Sam Bouchard et Jean-Philippe Jobin qui étaient les deux propriétaires de robotique avec Vincent Chon qui était plus à l'université. Là. Mais c'est vraiment Sam et JP qui m'ont comme éveillé un peu cette passion-là vers l'entreprise. Okay. De la façon qu'ils avaient créé robotique, de la façon qu'ils mettaient de l'avant les idées, de la façon qu'ils géraient le personnel, c'était vraiment inspiré. Fait que c'est vraiment là que la piqûre est venue. Là, parce que avant ce déclic-là, il avait sûrement au fond de moi peut-être ce désir-là de créer quelque chose, mais pas assez fort pour dire... j'ai pas passé, mettons, mes années d'université à dire faut que je me lance en entreprise, faut que je trouve une idée, faut que je me lance dans quelque chose. Là. Fait que c'est vraiment ce moment-là qui a donné la piqûre. Fait que tu rêvais d'avoir une entreprise, fait que ça t'a vraiment débloqué. Ouais, c'est ça qui a vraiment débloqué, qui a fait le déclic que ok, non, j'ai envie de me lancer là-dedans, puis mettons, après plus. Mais ça fait 8 ans, Reftech, après toutes ces années-là, c'était comme ok, j'ai envie d'avoir cette inconscience-là, de prendre le risque puis de dire je vais être capable de me débrouiller par moi-même. Peut-être un peu ce que mon père m'a éduqué dans ma jeunesse. Ouais. Mon père était du type à. Je travaillais mettons, sur mon auto à l'université, tu sais. À l'université, c'est tout le temps pareil. Là. Moi, mes années d'université, c'est je travaille l'été comme un fou. Je me ramasse d'argent. Je pense que je suis millionnaire. Je me dis, je vais m'acheter un char neuf. Mon père me ramène à la réalité. T'arrives au mois de mars, t'attends tes rapports d'impôts. Fait que tu manges du craft dinner pendant quelques semaines. Ton rapport d'impôts rentre. T'as un petit lousse pour finir ton année puis tu recommences à travailler. Fait que, tu sais, là, maintenant, sur mon auto, c'est moi qui la faisais. Puis c'était un auto qui avait du millage quand même. Fait que, il pouvait me voir travailler après essayer de déboter une note qui est comme rouillée, jamais. Puis lui, il était là. Puis il prenait une petite bière, il me regardait, puis tu sais, il disait pas donne-moi là, je vais te le faire. C'était comme débrouille-toi. Débrouille-toi, puis à un moment donné, c'était tanné, tu me le diras. Sinon, on va jaser, puis tu vas te débrouiller avec ce que t'es capable de faire. Fait que c'est un peu ça qui m'a comme appris là, dans le passé. Ouais. Puis, tu sais, ton projet, c'est concrétisé après ton emploi chez Robotique, comme tu dis. Ouais. Après mon emploi, pendant mon emploi chez Robotique. Tu commençais ton projet, dans le fond. Ouais, dans le fond, ProDevCo, ce que je travaillais avant de travailler chez Robotique, on avait développé une solution qui était vraiment pour le domaine de l'acier, qui était un robot pour faire de la découpe de profils d'acier. Fait que des entreprises comme dans la région, mettons comme un Acier Trimax ou Beauce à classe, mettons, qui vont fabriquer des buildings, ben, pouvaient se griller de cette solution-là pour faire la préparation des profilés avant soudage. Fait qu'avant de faire l'assemblage, faire les trous, ils appellent ça des coupes ou des découpes sur des profilés d'acier. Fait que ça, c'était comme devenu un peu la vache à lait de ProDevCo, dans le fond. C'était un produit qui était vendu à répétition versus ce que ProDevCo faisait avant. Puis ce qu'on fait chez Reftech, c'est du sur-mesure. Fait qu'on va aller visiter des manufacturiers. Ils vont nous expliquer leurs besoins d'automatiser, par exemple, une tâche de palettisation, une tâche de peinture, de découpe de fibre de verre ou autre. Puis nous, on va développer une solution sur mesure pour ce client-là. Fait que ProDevCo avait délaissé cette portion-là pour se concentrer sur l'acier. Moi, pendant ce temps-là, il y avait un mix dans la robotique collaborative qui était relativement nouvelle. Le marché au Québec est en train de prendre du retard. Là. On vend zéro, nous autres, chez Robotique. Et le monde on dirait le déclic de dire que c'est pas vrai qu'on va être en arrière là-dessus aussi. Là. Ouais. Fait que pendant que j'étais chez Robotique, j'avais commencé à mijoter un plan d'affaires, puis je m'étais assis avec Sam, qui était mon patron chez Robotique, puis j'avais communiqué le désir de vouloir me lancer en affaires, puis j'ai tout le temps admiré, c'est un peu il a tout le temps été super transparent, tu sais, mettons, je te dirais pas que ça me met pas un maudit, mettons, que tu m'annonces ça, ouais. Mais en même temps, tu sais, il m'a dit c'est ça que j'ai fait, moi, tu sais, je me suis lancé en affaires, fait que je peux pas ne pas t'encourager. Fait que tant que tu me donnes une date de départ, on va s'arranger pour tout synchroniser puis tout fit. Fait que c'est là qu'il y a les premiers deadlines, mettons, comme rentrer, tu sais, le premier stress à dire, OK, tu sais, cette date-là, je tombe à mon compte. Si j'ai pas d'argent, si j'ai pas ça, ben ça va être uniquement de ma faute, de mon temps. Ouais. Fait que la première fois, j'ai retourné rencontrer Marc, qui était mon patron chez ProDevCo, pour lui parler du projet. On a comme jasé, glissé pour. Il m'a comme transféré beaucoup de connaissances entrepreneuriales, quoi faire attention, ainsi de suite. Puis la première fois que j'ai voulu le lancer, mon père a eu un accident. Fait que il s'est ramassé. Dans le fond, il a tombé en bas des escaliers. Là. C'est vraiment une bad luck. Il est tombé de à peu près 2 pieds de haut.
Puis en tombant, il s'est fracturé une vertèbre dans le haut une vertèbre OK. assez haute. Fait que lui, en tombant, il est tombé paralysé des jambes. Oh. Fait que il a comme perdu connaissance. Puis tu sais, il a comme crié à l'aide, mais ma mère, la maison, il y a comme 2 étages, lui, il était dehors. Fait qu'elle a comme jamais entendu. Fait que le matin, il était comme en hypothermie. Fait que là, en tout cas, bref, tout ça, ça a fait en sorte que mon père est rentré d'urgence comme à l'hôpital. Il est resté sur respirateur pendant quasiment 2 mois. Bon, finalement, il était paralysé des jambes, il est tombé comme paraplégique. Fait qu'après, il est rentré en réhabilitation à François Charon. Fait que ça a été un processus d'une bonne année. Là. Fait que pendant ce temps-là, j'avais recommuniqué avec Sam, de dire le projet il est pas mal ça à glace. Je sais pas, je vais le relancer puis tout. Fait on a comme passé cette étape-là. Il t'a accommodé en te gardant encore le temps que toi, tu... c'est ça, exact. Si un jour, tu repartais ton projet. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, avec l'incertitude de mon père, c'était vraiment quand même mis ça à glace. Puis j'ai tout le temps quelqu'un qui a été très respectueux. Comme ça, m'a été super transparent avec moi, il était super correct. Fait que j'ai continué à donner mon maximum pour robotique. Puis, pas parce que tu comptes t'en aller que ton intérêt de travailler puis de donner ton énergie diminuait. C'est ça. J'étais conscient de la chance qu'il me donnait. Ah oui. Fait que moi, il fallait que je lui montre que j'étais encore là puis que je donnais mon maximum. Fait que ça a duré peut-être 1 an, le temps que mon père, à François Charon, sentait que ça tirait à sa fin qu'il allait sortir de réhabilitation. C'est là que le projet a comme été remis en branle, puis que Marc est arrivé, puis mon ancien patron de Prodevco, puis il a dit hey, on aurait une soumission pour un projet en France pour un robot usineur de moules de sable, dans le fond, qu'on avait déjà fait pour les fonderies. Fait qu'il nous met en contact, tout ça, puis c'est les premières expériences de dire OK, le client, il veut lancer son projet au mois de septembre, mettons. T'as un échéancier. C'est ça, 1er septembre. Fait que moi, je me souviens, c'est le 1er septembre, j'ai donné la date à Sam, j'ai dit le 1er septembre, je vais être parti, la transition va se faire. Puis, bref, arrive au mois, il y a comme un expo champ dans le coin de Saint-Hyacinthe, Saint-Liboire, dans ce coin-là. Puis le client descend de la France pour aller là parce qu'il fait des produits agricoles. Puis, fait que je dis, je vais aller le rencontrer, closer comme le deal. Là, je pars, j'ai pas l'expérience, mettons, aujourd'hui. Là, je pars comme un petit cul, là, mettons. Je me dis que je m'en vais serrer de main, puis ça va être le premier contrat, puis tout. Pour me rendre compte en rencontrant le client que c'est tout qu'un spécimen. Puis là, je fais comme, OK, ça se pourrait bien gros que ça marche pas, mettons. Puis tu files là-dessus pour ton premier projet, là. Tu as déjà annoncé ta date, dans le fond? Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, oh boy, ça change la donne. Puis, en tout cas, bref, le projet s'est jamais passé. On essaie de faire des suivis. Puis finalement, le client, il était sur le déclin. Puis ce client-là, il a fermé ses portes, dans le fond. Il a pas réussi à percer le marché au Québec. Les ventes ont chuté. Fait que, avant même, on était rendu dans le mois de juillet. Là, puis moi, c'était le 1er septembre que je partais. Puis là, je fais comme, OK, là, j'aurais pas ce contrat-là. Je fais quoi? Puis, entre-temps, je n'ai pas parlé, mais on était 2 là-dedans. Il y avait mon associé aussi, mais lui, il était comme déjà à son compte. Il avait repris comme un peu des projets. Le service client de Prodevco, parce que Prodevco avait fermé à l'époque. Là. On pourrait peut-être en parler tantôt, mais fait que je me retrouve comme 1 mois avant. Je fais comme, OK, fuck, j'ai pas de... Il y a comme pas de projet. Les gros projets qu'on avait, on l'aura pas. Puis en même temps, ma blonde, elle sortait de son congé de maternité. Elle avait pris son congé de maternité 1 an. Puis 2 semaines avant de retourner à son travail, elle s'est fait rencontrer. Puis ils ont comme décidé d'abolir son poste. Fait que là, tu tombes, OK, là, c'est comme mon aide à me partir, mon premier projet, il fait... Tout, il chute, là. Ouais. Puis, mais je me suis dit, tu sais, je me suis comme engagé à donner une date à Sam. Sam, il a été super respectueux envers moi. Tu sais, j'avais comme pas le choix dans ma tête de dire, je respecte cette date-là. Tu sais, t'avais repris en parenthèse de... En plus, ouais. Avec l'accident de mon père, puis... Fait que là, une deuxième fois, à un moment donné, c'est comme battre tout le cul, puis on part. Ouais, c'est ça. Puis j'ai quelqu'un qui est... J'ai bien de la misère à accepter l'échec, mettons, là, tu sais. Des fois, il faut se conscientiser. C'est dur, hein? Ouais, quand même. Puis des fois, c'est bon, là, ça sort bon côté. Des fois, tu fais comme... après, tu fais, ouais, celle-là, ça m'a nuit. J'aurais pu lâcher prise avant. Fait que, bref, j'ai lancé ça quand même avec Seb. Au début, Seb, il continuait de faire le service parce que Prodevco avait fermé, dans le fond, en février. Puis il avait été racheté par une compagnie de Toronto. Fait que Sébastien, lui, avait parti sa compagnie avant même qu'on se reparle pour lancer le projet.
Puis il faisait le service client des clients de Prodevco qui avaient acheté des machines Prodevco à l'époque. Fait que lui, il était hâte de virer là-dessus. Moi, entre-temps, j'ai essayé de trouver des nouveaux projets, des nouveaux leads, bien ainsi de suite. Fait que, au début, ça a duré, là, mettons, le 1er septembre, qui est comme la date, pas fatidique, mettons, mais la date butoir de j'ai plus de travail, puis il faut que je vive par moi-même. Ça a été, là, on a pogné comme un premier projet. Non, j'ai été faire du service chez un ancien client de Prodevco, que c'était moi qui avais programmé. Puis là, la première fois que tu vends, mettons, ton temps, je pense qu'on était comme à 80$ de l'heure. Plus l'hôtel, mettons, à 250. Moi, j'allais là 2 jours, puis toi, j'ai 250. Tu sais, t'es comme, j'ai tombé millionnaire, là, je fais 80$ de l'heure, mais c'est juste que tu fais comme 2 jours dans cette semaine-là. Fait que tu réalises pas encore que ou que ça soit ça, c'était 2, mettons, puis tu sais, que 80$, t'es pas millionnaire. Au début, tu prends ce qui passe, puis à un moment donné, tu réalises, si je veux en vivre, il va falloir que je travaille fort, il va falloir que je me trouve d'autres contrats, ou bien que je balance mon taux horaire pour arriver à la fin de la semaine, parce qu'à un moment donné... C'est ça, tu te rends compte que, mettons, j'ai chargé 80$ de l'heure, mais j'ai chargé 20 heures cette semaine, je vais en travailler 40. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, t'es déjà comme à 40$. Finalement... 40$, toutes tes dépenses. L'autre semaine d'après, t'en charges pas. Fait que là, finalement, t'as baissé à 10$. Fait que c'est un peu ça. On a commencé avec ça, avec du service client, puis ça a été d'un premier projet. Là, après ça, ça a été avec BRP. On avait des demandes de consultation, d'études de projet. Fait que ça a été un petit peu plus des gros montants, là, dans, mettons, les 20-25 000$. Fait que ça, rapidement, ça, c'était pas énorme. Mais on était juste les deux. On était moi et Sébastien. Sébastien avait comme un peu de service technique qui pouvait pallier, lui, côté salaire. Fait que ça a comme été aidé au début à dire, OK, ben là, j'ai une certaine sécurité qui est peut-être 3, 4, 5 semaines, mais tu sais, t'es tout seul, mettons, à faire. Fait que c'est ton temps que tu y mets. Au pire, tu mets un peu plus de temps, livrer avant. Fait que ça a été le premier contrat qu'on a eu. Puis après ça, on a eu un gros contrat là, dans un projet de peinture qui était 6 robots de peinture. Par l'entremise de Marc, qui était notre ancien patron chez Prodevco, nous aidait à l'époque au niveau du lancement. Fait il était venu avec nous autres chez le client, ça apportait de la crédibilité. On avait accès au portfolio de Prodevco, puis qu'est-ce qu'on avait fait. Puis, ça l'a permis à vendre ce premier projet-là qui était vraiment le start-up de RefTech. Peut-être au début décembre, là, de mémoire, c'était juste un peu avant les fêtes. Et tu dis, voilà 8 ans, fait que c'est genre en 2008? 8 ans, 2006? On a lancé en 2016, fait que c'était 2016, en 2016, début 2017, mettons, là, qu'on a commencé ce gros projet-là. Fait que là, tu parles de décembre? Ouais. Vous aviez commencé en septembre? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces comme 2-3 premiers mois-là? On a pogné quelques contrats à gauche, à droite, puis tu essaies de vivre le strict minimum. Ouais, c'est ça. Puis t'en mets un peu sur ta marge de crédit, mais on n'a pas personnel, mettons. Tu essaies de vivre avec ton perso. Parce qu'on a comme jamais mis un montant. On s'est pas dit au début, hey, on va aller chercher des prêts, puis on va mettre, je sais pas, 30 000 ou quelque chose comme ça. On était accompagné par le CLD, mais on voulait vraiment. Je pense qu'on avait aussi pas de connaissance vraiment de lancement d'entreprise, de dire, OK, on pourrait injecter de l'argent au début. On était plus comme ajustons notre rythme de vie en fonction de ce qu'on va avoir. Ouais. C'était un peu ce mindset-là qui nous a permis de lancer. Puis de vivre, c'était septembre à décembre. Là, ouais. Puis là, mais à travers ça, ta blonde, elle a-tu retrouvé une job qui t'a sécurisé un peu, qui a enlevé un petit stress, ou c'était comme encore dans ces temps-là? Ouais, ça a été super rapide, pareil, de se trouver une job. Là, le départ qu'elle a eu, c'était vraiment. C'était quand même ordinaire, mettons, de la part de l'employeur. C'est tous des trucs qui arrivent, mettons, j'en veux comme pas à la personne, mais tu sais, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est tous des faits que je me dis, OK, je veux pas me. Ça bâtit mon expérience, mettons, de dire, moi, j'aimerais pas ça, faire ça, mettons, à quelqu'un. Fait que, tu sais, c'était pas au niveau de ses compétences ou de quoi. Fait que ça a été super rapide de se trouver un emploi. Je pense que c'était plus la frappe morale qu'elle a eue, que là, fallait que je sois là comme pour supporter, mettons. Ouais. Mais non, en ça a été plus super de ton vite, start-up, tu sais. C'est ça, fait que moi, j'étais. Excellent. Je suis pas quelqu'un de stressé énormément dans la vie, mais tu sais, t'es comme, OK, il faut vraiment que j'aille pas de l'air stressé. Fait que non, ça s'est super bien passé, puis rapidement, c'est trouvé un autre emploi. Fait que, au moins, ce côté-là a été réglé plutôt rapidement, mettons. Fait que t'as quand même bien géré tout ça. Tu sais, veux pas, c'est des défis, c'est des embûches,
C'est des petits projets qui sont. On est pas des plus gros projets, mais Ouais. tout ça se passe en des mois, là. C'est pas en des jours. Là. Ouais, T'as pas non, juste c'est clair. t'adapter. Puis... Tu sais, t'as pas de manuel d'emploi. Tu sais, après, tu te regardes, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais. Des fois, tu te dis à la limite, tu sais, je sais pas trop. Hein. Ouais. J'ai comme navigué là-dedans du mieux que j'ai pu. Puis c'est vrai, tu sais, on écoute, puis l'humain est un peu mal fait tu sais, dans plusieurs facettes de la vie. Là, tu sais. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est, mettons, moi, quand j'ai perdu mon père il y a une couple d'années, tu vis un deuil, mettons, de perdre ton père, mettons, qui était, mettons, un modèle pour toi, puis un ami, puis tout ça. Après ça, quand t'as des amis, mettons, j'ai des amis proches qui ont perdu leur père, quand tu vas, mettons, au service ou au corps, où tu reparles, tu vis des émotions tellement différentes parce que t'as passé par là. Ouais. Fait que t'as beau, mettons, des fois, quand tu passes pas par une expérience, tu dis, OK, je comprends qu'est-ce que tu vis en ce moment. Tu peux le dire, mais on dirait que tu le comprends pas réellement. Mm-hmm. Fait que, à cette heure, ce que je me dis, c'est en ayant vécu un peu la date, je suis pas fatidique, là, mais la date du 1er septembre, là, cette espèce de deadline-là, où ce que tu tombes sans filet, mettons, je l'ai vécu. Fait que quand un entrepreneur dit, tu sais, il y a beaucoup de gens autour de l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, tu sais, que personnellement, je trouve que le statut d'entrepreneurial est élevé. Mettons, je suis pas quelqu'un il va se prendre pour un autre dans la vie. Fait que des fois, je trouve que le statut d'un entrepreneur est comme un peu surélevé à un niveau où on est du monde normal. Ouais. On est peut-être juste un peu bizarre au niveau de la gestion du risque qui est différent, mais tu sais, on est des humains normaux. Fait que quand les entrepreneurs parlent de, tu sais, faut que le monde vienne me voir et disent, je veux me lancer en affaires, mais qui ont tout le temps comme une job sur le side, tu sais, mettons un emploi, puis c'est un projet. Tu sais, ils se font dire, je sais, il faudrait que je lâche prise, puis faut pas que j'aille de filet en dessous, faut que je me lance comme dans le vide, puis tu sais, c'est réellement ça. Là. Quand tu te retrouves avec rien, puis tu dépends de toi-même, puis c'est là que toute ton énergie va t'aider à starter ton projet officiellement. Ouais, exact. C'est pareil comme les accidents. Tu lis des articles ou des. Je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais tu arrives sur les lieux d'un accident, tu tombes avec une adrénaline qui va te faire des choses que dans la vie de tous les jours, tu fais comme qui. Ouais. J'aurais pas eu cette force-là pour déprendre la personne, quelque chose de même. Ça pop l'instinct. C'est comme, l'instinct, exact. Ouais. Fait que c'est ce bout-là, tu sais, dans cette période-là. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. Là, tu sais, on demande souvent, mettons, c'est quoi ton plus gros défi ou c'est quoi ton. Mettons, ça a été quoi comme la grosse étape de Reftech, mais c'est comme. On dirait tout au long de Reftech, du jour 1 à aujourd'hui, on a vécu des défis. Puis à certains moments, c'est comme, OK, tu sais, ça pourrait être assez. Là, tu sais, la pandémie, là, tu sais, on parle d'économie, puis de. OK, on est dû, là, ça va être un bon break, là, 2 ans, go with the flow, pas trop stressé, puis tu fais comme, maintenant, il arrive d'autres choses, il arrive une autre affaire. Puis c'est pas tout le temps des gros défis, mais c'est tout le temps son lot de petites choses qui te fait vivre des ups et des downs, que tu te dis, OK, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut juste apprendre à vivre avec les ups et les downs, puis overall, tu sais, c'est de prendre l'expérience de dire, tu sais, il y a des ups, il y a des downs, mais je vais les gérer, puis je vais massager, je vais avoir de l'expérience avec le temps qui va t'aider à gérer ça. Et on dirait que c'est comme ça qu'on fait depuis le début. Puis à ce temps, on commence à. On se dit pas qu'on aimerait ça, un petit go with the flow, là, un 2-3 ans, c'était deux. Mais on est de plus en plus conscient que ça arrivera pas. Il va arriver quelque chose qui va être un peu hors de notre contrôle. Il va falloir s'adapter. On va juste trouver comment on va s'adapter à la situation. Puis c'est quoi tu ferais pour. Mettons que tu penses à toute les situations que tu as vécues, les défis et tout ça. Toi, tu recules en arrière, c'est quoi tu changerais dans ton procédé de lancement d'entreprise et tout ça? C'est juste pas d'aller de long en large, mais mettons une étape de j'aurais dû faire ça, puis ça m'aurait peut-être aidé aujourd'hui. Je sais pas, notre force, c'est qu'on a comme appris des étapes qu'on a passées. Puis reculer en arrière, je fais juste conscientiser, surtout quand le monde, mettons, ils vont dire, ça vient des fois avec l'expérience. Tout. Fait on s'est bien entouré. Le CLD nous a énormément accompagnés. On a Marc au début qui était avec nous autres. On est allé à l'EB faire le programme émergent. On est allé se nourrir de gens, le programme de mentorat, de tirer, mettons, du jus de l'information puis d'essayer d'aller chercher du savoir.
tu te dis crème, ok, ça va pallier mon expérience. Mais non, tu sais, il y a des trucs que tu vas te faire dire, tu vas la faire pareil, l'erreur. Il faut juste que tu apprennes de ça. Fait que je suis pas sûr. Je pense que je ferais rien. Avoir des embûches, c'est important pour justement C'est ça. s'améliorer, vivre des expériences Ouais, pour mieux grandir. c'est ça. Fait que tu sais, à regarder le parcours, qu'est-ce que j'aurais fait de différent dans les moments que j'ai été, mettons, tout ça, je suis satisfait de comment on l'a fait. Puis de comment, où est-ce qu'on s'en va, puis notre confiance vers le futur, puis la sagesse qu'on a aujourd'hui. Là. On n'est pas vieux, là. Tu vois, moi, pis c'est bon, 37, puis comme 35 ans, mettons, mais on commence à voir qu'on a une certaine sagesse entrepreneuriale, où il y a un stress qui baisse, il y a une certaine une sagesse vraiment là, qui s'installe. Fait que non, je pense pas que j'aurais rien fait de différent. Je suis satisfait de comment je l'ai fait avec les connaissances que j'avais. Ouais. Refaire exactement le même parcours, je sais pas. On dirait que je suis comme pas capable de le voir parce que pas que je me vois pas le refaire, mais tu sais, aujourd'hui, c'est tellement différent de ce qu'on a. Puis on a fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise. Là, ça fait 1 an aujourd'hui, qui est un atelier d'usinage d'un fournisseur. Là, c'est comme un peu si on lance cette entreprise-là, mais c'est différent. C'est quoi qui est existant. Fait on fait juste aujourd'hui se dire, OK, tu sais, c'est quoi notre bagage en date d'aujourd'hui? C'est quoi les erreurs qu'on a faites? C'est quoi les bons coups qu'on a faits? Comment qu'on applique ça? Puis surtout, on se met jamais comme la tête dans le sable. On se dit tout le temps, c'est pas parfait. Puis ça sera probablement jamais. Mais c'est quoi qui fait le plus mal? C'est quoi qu'on règle là? C'est quoi les vraies affaires? Ouais. S'il y a le quoi qui accroche, mettons, on se dira pas, ah, ça va bien, pis tout. Non, ça accroche. Faut le régler. Ouais. Fait que c'est un peu ça le mindset de dire, c'est sûr que repartir peut-être qu'aujourd'hui, je le ferais différemment. Comment? Je sais pas. Il y aurait une espèce de go with the flow avec un nouveau sac à dos d'expérience. Mettons, en sorte que ça serait sûrement différent, mais je serais pas capable de dire comment. Comment? Ouais. Mettons qu'on vient, là, on a parlé beaucoup du passé. Parle-moi un peu de c'est quoi RefTech aujourd'hui? C'est quoi vous faites aujourd'hui? C'est où que ça vous a mené? T'sais? Ouais, ben au début, le passé, on est parti, on était à 2, puis on avait une certaine inconscience de où est-ce qu'on s'en allait. On a eu les mêmes valeurs un peu au niveau de le risque, sans même avoir une vision écrite. On s'en allait vraiment à la même place au niveau croissance. Fait qu'aujourd'hui, on a réussi à amener l'entreprise avec une super belle croissance. On est autour d'environ une 30aine d'employés chez RefTech. On fait encore qu'est-ce qu'on faisait au début, qui est de l'intégration robotique. Fait qu'on on est comme un entrepreneur général. Fait que, mettons, tu te dis, je voudrais me construire une maison. On va avoir l'entrepreneur général, puis, mettons, il va te travailler les plans. Après ça, il va te faire ta construction de A à Z, il va te la livrer. Mais c'est un peu la même chose, mais dans le domaine de la robotique, l'automatisation. On a développé dans la dernière année beaucoup d'expertise au niveau de la vision industrielle et de l'intelligence artificielle. Fait que ce qu'on est vraiment fiers aujourd'hui, c'est qu'on livre des projets à une qualité vraiment supérieure à quand on commençait. Fait que ça nous permet de réaliser que l'équipe on a beaucoup de joueurs qui sont là depuis le début. Elle a évolué, puis elle est devenue plus à la coche, comme on dit, que ce qu'on pouvait faire au début, puis les connaissances technologiques, les compétences qu'on a, l'expertise qu'on a, elle a pris un step qui est pour nous impressionnant par rapport à ce qu'on faisait. Fait qu'on se dit, on suit une certaine cadence. Puis après ça, c'est au niveau de la croissance, où est-ce qu'on est aujourd'hui, on se rend compte, au début, c'est facile, mettons, un chiffre d'affaires de 100 000, de le faire passer à 200, OK, fine. Là, tu le doubles. Ouais. Là, le doublé, il devient de plus en plus dur. Ouais. Fait que le step de croissance est devenu vraiment différent aujourd'hui, où ce qu'on est plus... Avant, on était beaucoup pas au feeling, mais pas basé sur des données. Mais aujourd'hui, on est plus basé sur des données. On a été accompagné à avoir ça de certaines façons au niveau des budgets. Fait aujourd'hui, on a encore cette même volonté de croissance-là, mais différente, basée sur des prises de décision qui sont différentes, qui sont mesurables. Avant, c'était comme au feeling, mais on paye sur le gaz, puis on s'arrange avec ce qui va arriver. Là, t'as 30 employés à gérer, t'as une équipe, c'est une famille, t'as des valeurs que, comme tu dis, je veux pas mettre à pied de telle façon. Je vais m'organiser pour avoir des jobs qui sont capables de faire vivre tout ça. T'as des vendeurs qui ont les mêmes valeurs que toi, l'entreprise. Puis, tu sais, on a vraiment une belle gang de monde. La gang est soudée quand même super serrée, puis
ça, c'est le fun parce que les joueurs qui sont. On a beaucoup d'employés qui sont là vraiment depuis le début. Puis c'est le fun, ça crée des liens spéciaux. Là, oui, tu fais partie de l'équipe RevTech, c'est comme un peu plus que de dire ben je rentre, puis mettons, je punch mon 8 heures aujourd'hui, puis je m'en vais. Le monde, se friendly, ça jase, ça rit, comme plein d'activités. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Comme entrepreneur, tu pars du début où tu te questionnes sur je vais-tu vivre de ça, je vais-tu être capable moi-même de vivre de ça. Alors aujourd'hui, dire OK, il y a plein de monde, il y a comme une trentaine de familles, mettons, qui vivent de ce que nous on fait. Fait que on trouve ça le fun de voir ça. Mais en parallèle, ça vient quand même avec une certaine. On se crée notre propre pression parce que notre monde nous tient à cœur. Ouais. Fait que c'est quand même un super de bon gaz, mettons. Peu importe, mettons, quand ça va bien, c'est vraiment, ça te donne un boost de dire, OK, on continue. Quand t'as comme des périodes plus creuses, ça te donne le gaz de dire, OK, le monde sont là, le monde, ils veulent travailler, le monde aime ça, on fait vivre des familles, ben, ça te donne le gaz de dire, OK, on redonne une go, puis on sort de peu importe le défi qui arrive. Une belle motivation. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Vous avez développé beaucoup de projets, c'est-tu justement avec les employés qui t'as toujours engagé avec des expériences ou vous vous êtes formé à l'interne? Des fois, quand tu as besoin tu veux offrir un service, tu vas chercher toujours meilleur que toi pour continuer à monter dans l'échelle. Ouais. Ben, ça a-tu été le cas pour vous autres ou ben c'était vraiment des formations? Ben, dans notre domaine, il commence là, depuis une couple d'années à avoir plus de formations. On s'implique beaucoup avec les cégeps, avec les universités pour développer de la formation en robotique puis en technologie, là, soit en vision artificielle ou autre. Mais c'est quand même très vague. Puis le processus, dans le fond, de mettre une formation. Fait que, mettons, un cégep ou une université décide de commencer à offrir un nouveau deck en robotique ou quelque chose comme ça. Du moment où ils commencent à en parler au moment où la première cohorte entre dans le programme, on parle de 10 ans. Fait que c'est énormément long. Fait on essaie de pousser on essaie de participer aux ateliers et tout ça pour développer cette formation-là, mais c'est un processus qui est extrêmement long. Fait on a très rarement on est capable d'embaucher une personne qui va être efficace puis qui va maîtriser son poste d'entrée de jeu. Fait que tout le processus, nous autres, c'est vraiment basé sur de la formation à l'interne. OK. Puis chez RevTech, il n'y a pas l'expertise nécessairement plus haute, à part s'il a eu une expérience dans une entreprise plus technologique, mettons, que vous. Ouais, fait que, comme. Faut vraiment qu'il arrive comme des fois d'un compétiteur ou d'une entreprise qui avait un département, mettons, en robotique. Là, il va dire, OK, j'ai appris à programmer des robots ABB, mettons. OK, ben là, tu dis, OK, il y a une base de programmation ABB. Sinon, les gens qui vont sortir des programmes de robotique ou de technologie ou de programmation, ils vont savoir un peu une logique de comment on fait pour programmer quelque chose qui peut être un automate, un PC, un robot, un système de vision. Mais là, OK, nous autres, c'est des robots ABB, c'est des robots Fanuc, c'est des robots Yaskawa. OK. Fait que, eux, ils vont arriver avec leur espèce de logique de comment construire un programme. C'est comme ça, après ça, bientôt, va le manuel de langage. Fait que, mettons, le dictionnaire, mettons, ABB, qui va dire, OK, chaque mot, voici la définition de chaque mot. Puis là, il va se mettre à programmer, mettons, en fonction de c'est quoi la définition de chaque mot, si on peut dire. Fait que c'est ce bout-là qu'on n'a pas le choix de faire de formation à l'interne. Okay. À cause des différents langages. Tu sais, un ABB mettons, un ABB va parler, mettons, pour vulgariser. Mettons, le ABB parle espagnol, le Fanuc parle chinois, puis le Yaskawa parle, mettons, japonais. Ben là, il faut que tu comprennes ces trois langues-là. Ouais. Pour être capable de te programmer les trois. Fait que c'est très rare à trouver. Comme du personnel qui ont déjà toute cette formation. C'est du perfectionnement que le monde rend. C'est ça. Et en plus de ça, tu sais, au niveau programmation, au niveau conception mécanique aussi, tu sais, il y a des façons de faire, il y a des méthodes de programmer, il y a des stratégies qu'on utilise au niveau de la programmation. Qui vous différencient aussi. C'est ça. Ouais. Exact. Là, mettons, tu as dit plein de mots qu'on n'a pas parlé depuis le début. Ouais. Explique-moi donc un peu. T'as des beaux robots aussi, là. Showroom. Explique-moi donc un peu, juste pour que. Là, on est dans le sujet, on pourra continuer après. C'est quoi les mots que tu viens de dire, l'automate, les marques? Ben, nous autres, la base, dans le fond, de nos projets, c'est vraiment que dans 95-90% des projets, il y a il y a un robot qui est au centre d'une cellule robotique.
Et le bras robot, dans le fond, la meilleure façon de l'imager, c'est un bras humain sans la main. Fait que il va faire des mouvements articulés dans l'espace, fait que dans un environnement XYZ là, qui est avec un référentiel. Puis nous autres, on va programmer de la façon qu'il va bouger dans cet espace-là pour faire une tâche spécifique. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est le client va venir nous voir, puis on va dire, OK, ben, moi, j'ai un projet de peinture, je fais de la fabrication de cylindres hydrauliques, puis j'aimerais ça avoir une ligne de peinture automatisée pour peinturer mes cylindres hydrauliques. De façon comme répétitive. C'est ça. Puis même, je vais rendre un exemple plus concret, là, les gens vont pouvoir aller voir la vidéo après, mais on a un client qui s'appelle Chabot Carrosserie, qui est un sous-traitant de BRP et Volvo, qui va faire de la peinture des pièces de carrosserie, par exemple des Spider. Fait que lui, il va nous appeler, il va dire, OK, j'aimerais ça faire la peinture des pièces de Spider. Mes pièces sont accrochées sur un convoyeur qui va avancer à 1 mètre seconde, par exemple. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la sélection du bras. C'est quoi la longueur de mon bras que j'ai besoin? Quelle charge que j'ai besoin de lever? Fait que nous, on va comme acheter ce bras-là. Fait que c'est comme si on commande un auto. Puis après ça, on va la modifier, on va intégrer les équipements. Fait qu'on va faire la sélection des équipements de peinture avec le client, la sélection des capteurs pour détecter quand la pièce va arriver, des fois des lecteurs de code barre, des systèmes de vision. On va comme tout mettre ça ensemble pour être capable de livrer au client un robot qui va peinturer ses pièces de Spider. Okay. Fait que quand on fait la programmation robot, c'est vraiment... Le robot vient avec son contrôleur qui est comme un peu son ordinateur. Fait que nous, on va aller dans cet ordinateur-là et donner sa logique. Mettons, faire son intelligence, son cerveau. Voici quand le capteur va détecter la pièce. Comment tu vas aller lire le code. Mettons, tu vas recevoir l'information du code barre. Tu vas sélectionner le bon programme de tes trajectoires, puis tu vas faire ta peinture. Le PLC, lui, qui est comme l'ordinateur souvent de la cellule dans son ensemble. Fait qu'elle va gérer, OK, j'ai un convoyeur, j'ai l'équipement de peinture qu'il faut que je contrôle un débit. Puis après ça, elle va dire au robot, OK, go, tu peux partir de ta trajectoire. Puis là, les deux ensemble vont comme travailler à contrôler le procédé et faire en sorte que la production se réalise. OK. Ouais. Puis là, ben, vous avez intégré, justement, tu parlais tantôt de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est plus que commun dans toutes les tâches qu'on peut... Comment que vous, en robotique, je comprends que c'est un procédé qui est récurrent, c'est comme ça passe sur le convoyeur, ça passe. Comment que l'intelligence artificielle vient vous aider? Comment vous l'avez intégré dans votre processus? La façon qu'on voit l'intelligence artificielle là, de notre côté, c'est... on la segmente en différentes étapes, mettons. Parce que c'est comme ça qu'on essaie de l'illustrer à nos clients, c'est que les gens vont voir l'image qu'on a de la robotique, c'est des projets coûteux, c'est des projets que j'ai besoin de volume. J'ai besoin de volume dans ma production d'un produit X récurrent pour dire, OK, là, je peux me permettre de robotiser parce que... Ben, tu vois, moi, c'est la perception que j'ai aussi du robot. Je vais filmer dans plein d'entreprises qui ont des robots. Ouais. Souvent, c'est... Bon, il fait une action, puis moi, je suis là pour le filmer, là, mais j'aurais tendance à dire que c'était pour ça, moi aussi. C'était pour ça te prend du volume, parce que sinon, enlever un employé, il va plus troubleshooter le projet que être efficace dans sa tâche. C'est exactement l'image que la majorité des gens ont. Puis nous, quand on vient dire qu'on vient scinder un peu l'intelligence artificielle qu'on utilise, nous, dans nos robots, c'est qu'on la divise en sections. Fait que, mettons qu'on part de la cellule robot la plus facile à déployer, va être une cellule... on va y aller vers la palettisation parce que l'exemple est super facile à vulgariser. Ouais. Moi, je produis... mon produit qui sort de la ligne est une boîte 10 pouces par 10 pouces qui pèse 25 livres. C'est toujours la même boîte qui va sortir. Fait qu'on est capable de déployer un robot, dire voici ton patron de palettisation, fait que ta matrice que tu vas mettre tes boîtes sur la palette, ta boîte elle va arriver toujours en même place, c'est toujours la même boîte. Fait que lui, il est vraiment à l'aveugle avec aucune intelligence. Lui, il y a un programme de A à Z, il va rouler ça en boucle, puis il va palettiser des boîtes. Après ça, l'autre niveau d'intelligence artificielle qu'on vient voir, c'est que ma boîte est toujours rectangulaire, puis comment on peut le dire? Ouais, ma boîte est toujours rectangulaire, mais j'ai pas le format et le poids de la boîte. Ça va-tu aller trop loin comme vulgarisation? Ça devrait être bon.
J'ai pas le poids de la boîte. Ce qu'on est en mesure de faire, c'est de mettre une première couche d'intelligence dans le robot, qui est nous, c'est une intelligence artificielle parce que c'est un PC qui va la développer, mais c'est une intelligence qui va être fixe dans le temps. Fait qu'autrement dit, nous, on va mettre un système de mesure, par exemple, sur le convoyeur, qui va mesurer la boîte, puis on va développer un algorithme de palettisation qui va mettre la boîte dans le bon trou en fonction de l'information qu'on a. Fait que la couche d'intelligence qu'on ajoute là-dedans, c'est juste de développer un algorithme qui est de la mathématique, dans le fond. Là. De dire, ben, je développe un Tetris, dans le fond, un algorithme Tetris pour aller paletter sur ma palette. Mais ce Tetris-là, c'est une formule mathématique qui est développée comme, on va dire, une fois. Il n'y a pas d'évolution dans le temps. Fait qu'on se dit, c'est une intelligence artificielle qui est comme non évolutive, mettons, si on peut dire, là, vulgariser le terme. Là. Fait que c'est juste de penser à la mathématique de quelles données que tu as. Ta production, elle varie. Et c'est quoi les données qu'on a accès, qu'on peut pousser mathématiquement dans le robot pour développer un algorithme fixe qui va être capable de répondre à ta solution. Fait que, on a fait quand même beaucoup là, des exemples là-dedans. Dans la palettisation de morceaux de bois, ben, on recevait des morceaux de bois de longueur et de largeur différentes. Il fallait les palettiser pour maximiser le bois sur une palette. Ou empiler des piles de bardeaux de cèdre, dans le fond, puis assurer, mettons, 200 piles linéaires de bardeaux que le paquet se tienne. Fait que c'est des algorithmes qu'on a développés. Fait qu'on a mis de l'intelligence dans nos robots pour s'adapter à une production qui n'est pas la même pièce qui revient tout le temps. Puis après ça, par-dessus ça, ben, il y a une couche où tu peux développer des algorithmes. Ça, c'est souvent lié à des systèmes de vision. Puis le bois en est un bon exemple. On a des projets dans le bois où il faut faire un certain triage qualité du bois. Puis ce qui est produit naturel, c'est difficile. On avait travaillé une solution dans le passé pour de la découpe d'orthèse de pied. La cellule, elle a roulé pendant 2 ans super bien. Puis le maintenant, elle a planté. Là, tu te logs, c'est comme, OK, ouais, t'avais un pied avec 4 orteils. Notre programmeur, il l'avait pas vu venir, celle-là. Fait que tout ce qui est produit naturel, ben là, tu peux avoir un peu plus d'intelligence qui va comme évoluer avec le temps. Fait que de la prise dans le bois, on a de la prise d'image. On vient comparer par intelligence artificielle avec des modèles, avec un... Dans le fond, ben, l'algorithme d'intelligence artificielle va être capable de grader d'une certaine façon les erreurs et tout ça. Fait que ça, c'est un... L'intelligence du robot, comment je peux dire ça? Il y a mettons, l'algorithme qu'on avait avant, qui était des mathématiques, que si tu prends le temps de le lire, ton algorithme va être capable de toi-même classer la boîte. Ouais. Ben là, ça va devenir plus dur avec l'intelligence artificielle parce que ça va évoluer en fonction des modèles et tout ça. Fait que c'est un peu comme ça qu'on décortique les différents projets dans les AI avec la robotique. Là, mettons, moi, j'utilise ChatGPT dans la vie de façon régulière. Toi, c'est-tu des API, est-ce que tu utilises ça ou c'est intelligence artificielle, mais c'est plus comme dans l'ordi, puis ça n'a pas besoin d'être connecté à Internet, puis name it, ou ben... Ben, nous, on regarde beaucoup, là, on aime bien partir de ce qui se fait déjà. Fait que souvent, on utilise des logiciels qui ont déjà comme des algorithmes d'intelligence artificielle de prédéveloppés. Fait que souvent, c'est avec ça qu'on va travailler. Ouais. Là, mettons, là, on a parlé de RefTech, là, on est allé dans le vif du sujet. Je pense que tu pourrais en parler longtemps. Là, ben, on a lancé ça parce qu'on tripait, mais on tripe encore. C'est ça, exact. Ouais. Puis là, ça vous a amené aussi à croître de façon exponentielle. Tu en as parlé tantôt, vous êtes rendu 30, puis tout ça. Puis comment tu fais pour gérer l'expansion tout en gardant un peu la culture, puis tout ça? Tu par de la formation interne? C'est comment tu fais pour gérer cette croissance-là qui... Aujourd'hui, vous avez un beau bâtiment, vous étiez dans une plus petite shop avant. Aujourd'hui, vous êtes ailleurs. Ouais. On essaie de s'entourer des bonnes personnes. Fait que, on est accompagné autant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, nos gestionnaires sont des gens qui sont avec nous, qui ont fait différents postes. On a un de nos chargés de projet. Il est super bon. Il est rentré, il a commencé à la conception mécanique. Après ça, il est devenu chef du département mécanique. Puis il a voulu monter comme gestionnaire de projet. Fait que c'est ça, c'est plus facile de maintenir une certaine culture d'entreprise quand tu es capable de faire évoluer ton monde. C'est une de nos valeurs, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Des gens qui vont rentrer, vont voir les autres départements. On est dans un domaine où c'est vraiment... C'est trippant. Mettons, les gens qui viennent visiter pour un emploi, souvent, ils vont voir qu'est-ce qu'on fait. On n'est jamais...
une journée, on va palettiser du bois. L'autre journée, on est dans une laiterie pour la mise en caisse de lait. Un autre, on fait de la découpe de frames pour des vélos. Fait que les gens, ils se promènent dans différentes applications. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est stimulant. on essaye vraiment de rester à l'écoute de l'épanouissement de nos gens. On a un programme de développement des compétences. Fait qu'on s'assure là, de regarder avec eux autres, OK, où est-ce que tu veux t'en aller? C'est quoi ton plan de match, de carrière, de comment tu vas évoluer? Qu'est-ce que tu aimes? Puis essayer de mettre chaque personne sur leur X. Fait que ça, c'est bien comprendre leur réalité aussi. C'est pas tout le monde qui a le même objectif. Là, c'est sûr. Moi, je suis bien ingénieur mécanique, mettons. Ouais. Je veux pas être chargé de projet parce que c'est trop une charge mentale pour moi. Alright, si tu nous le communiques. C'est ça. Fait que le secret, c'est vraiment d'être à l'écoute d'eux autres. Puis on le met vraiment tout par écrit. Puis on est des. Moi et Sébastien, on est 2 personnes qui. On se l'est fait faire dans le passé, tu sais, dire ok, ouais, tu sais, oui, on va te voir là, puis on va te voir là, puis ça arrive jamais. Ouais. Fait que en ayant ces trucs-là par écrit, en ayant nos plans de développement des compétences, ben on s'assure de bien gérer les attentes aussi de notre personnel, puis de pas créer de fausses attentes. Puis après ça, l'autre aspect qui est très fort chez Reftech, c'est qu'on n'a pas peur un peu de se le dire que c'est pas parfait. Des fois, il y a du mécontentement, mettons, sur certaines situations. Mais tu sais, on l'a entendu. On va l'améliorer. Faut pas s'attendre à ce que demain, tout est réglé. Mais voici le processus d'amélioration qu'on va faire. Fait que ça l'aide beaucoup au niveau de la gestion des attentes du personnel. Fait que ça l'aide vraiment au climat là, et d'aider à garder la culture là, de l'entreprise. Au niveau financier, au niveau croissance, au niveau de la bâtisse, ben tu sais, c'est... La bâtisse, ça a été quand même un très long processus. Là. Au début, on était à Saint-Joseph dans des locaux. On louait dans des locaux pour genre de condo industriel d'une OSBL de Saint-Joseph qui, eux, leur mission, c'est de faire croire l'entrepreneurial à Saint-Joseph. Là, tu commences à dire, OK, là, on est plein, puis là, tu grossis, puis là, tu regardes les bâtisses, tester, t'es là, ouais, ça coûte cher. Moi, je pense que ma maison, ça va être le plus gros investissement de ma vie, mais là, quand est-ce qu'on le fait? Comment qu'on le fait? On a sa bonne bâtisse, de son âge. Il y a plein de questions, plein d'insécurités par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que maintenant, on est vraiment arrivé à il faut comme prendre une décision. Là, tu la prends. Puis après ça, tu vis avec ta décision. Là. Tu vas peut-être me dire, OK, c'est pas la meilleure décision, mais comment? Je suis comme pas pris avec ça, je le fais pas. Fait que la bâtisse à Sainte-Marie, ça avait été vraiment un gros move pour nous autres là, dans notre processus en termes d'investissement. Mais aujourd'hui, là, on ne reviendrait pas en arrière sur cette décision-là. Ouais. On a vraiment amélioré notre qualité d'environnement de travail là, pour nos employés. Puis on est dans une communauté d'affaires qui est extrêmement dynamique aussi. Fait que, au début, il te fait peur ce move-là, puis après, on est chanceux. Le move de la bâtisse, c'est de quoi qu'on le regrette pas. Là. Si on le regretterait, peut-être que je te dirais autre chose aujourd'hui. Ça c'est positif. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Là, je m'avais préparé une petite question, justement. On a parlé tantôt de l'intelligence artificielle. La tech, ça bouge énormément, vite. Ouais. Comment vous faites pour rester compétitif puis innovant dans tout ça? Puis... Ouais, on essaye beaucoup au niveau du marketing, là, avec Max, on est beaucoup dans essayer d'apporter du contenu à valeur ajoutée à nos clients et à nos clients prospects. Ouais. Fait que veux pas, en produisant ce contenu-là, ça nous force à faire une certaine veille technologique. Fait que ça, c'est la première façon de faire. Puis... faut pas que les clients, les prospects soient juste à l'aveuglette de faire confiance à une compagnie puis que tu sais pas si on fait des réalisations. En fait. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, nous autres, notre mission d'entreprise, c'est on veut libérer le potentiel de nos clients. Fait que les clients, les employés qui sont sur les lignes de production, on va dire, qui font des tâches répétitives, c'est pas vrai qu'une personne qui prend un morceau de bois sur le convoyeur 1 qui le met sur le convoyeur 2, tu utilises son plein potentiel de cette personne-là. Ouais, peu importe, mettons, la personne qui est là, d'après moi, elle peut faire plus que ça. Fait que les solutions robotiques qu'on déploie, on veut libérer le potentiel de ces gens-là. On veut permettre à nos clients de dire, OK, ben lui ou elle, ben, je vais l'utiliser pour grader qualité ou de quoi qui a plus de valeur. Ouais. Puis qui va utiliser le potentiel. Puis tu sais, je veux pas, ça va nourrir cette personne-là, ça va la motiver plus dans son travail et ainsi de suite. Fait, ceci dit, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler ça avec nos clients puis de les faire avancer dans la technologie. Puis on voit aussi que quand on livre nos cellules robots, on va améliorer, on va libérer le potentiel, on va améliorer leur productivité.
Mais il faut aussi améliorer leurs connaissances dans le domaine de la technologie. Ouais. Fait qu'on veut pas arriver et dire, ben ça, c'est une boîte noire, tu fais appeler, pause, stop. S'il y a de quoi d'autre qui marche pas, tu nous appelles. On essaye de dire, OK, ben, lui, ce client-là va avoir un opérateur, on veut qu'il maîtrise l'opération. Il y a un électromécano, bon, ben, lui va être super opérateur, on va le former, que lui aussi puisse avancer. Fait au niveau de la veille techno, la technologie qui va vite, on essaie de, oui, voir ce qui s'en vient avec une veille technologique à l'interne. Fait qu'on va dans des salons commerciaux, on discute avec des fournisseurs qui ont des nouveaux produits, et on se tient proche de ça. Puis, au niveau des ventes, on regarde un œil sur, OK, nos clients sont où, le manufacturier québécois, il est où en ce moment, il est prêt à recevoir quelle technologie. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver la ligne entre les deux. OK, voici la technologie qui est mûre pour le manufacturier, mais la réalité, c'est que le manufacturier, il est pas là. Ouais. Fait que c'est de voir que c'est qui des fois les early adopters. Il y en a des early adopters qu'on appelle qui vont dire, OK, ben, la technologie est mûre pour le manufacturier, puis je vais l'essayer, mettons. Ouais. Fait nous autres, le but, c'est d'essayer d'amener les manufacturiers québécois le plus proche possible des technologies qui sont mûres pour le manufacturier. Sans qu'il. Puis, tu sais, la ligne ben, pas dure à tracer, mais le sweet spot, il est quand même difficile. Tu sais, tu peux avoir une nouvelle technologie, puis de nos jours, tu as beaucoup de vidéos. Mettons, tu vas avoir des vidéos de technologie, tu fais comme c'est incroyable, mais on va dire à nos clients, non, mais pas ça dans ton usine parce que pour X et X raisons, c'est pas mûr encore, mettons, à un environnement manufacturier. Fait que tu vas essayer de mettre une technologie qui est pas mûre, fait que tu vas genre te casser la gueule un peu. Ouais, tu vas te tirer dans le pied, ça va être dur à mettre en place. Fait qu'on essaie tout le temps de tracer cette ligne-là pour que les clients. La clé du succès, c'est vraiment que les clients, peu importe que ce soit Cryptic ou un autre, mais quand ils mettent une nouvelle technologie dans l'usine, il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle te donne un air d'élan. Si elle marche pas, elle va te freiner, puis elle va te freiner pour des années. Tout le monde va chialer après ça. Puis là, le monde va commencer à avoir l'arrivée de nouvelles technologies de façon négative. Ça va être un extrêmement gros bloqueur à ton avancée technologique dans l'entreprise. Ouais. Puis là, mettons, t'as tout dit ça, puis qu'est-ce que tu trouves que ça a comme impact au niveau de la technologie? Tu sais, votre travail, la robotique, pour les entreprises, pour une vision long terme, ou comment tu vois l'impact de cette technologie-là dans le futur? Nous autres, ce qui est tannant, c'est qu'on a comme pas la. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on se développe un gros méga coffre d'outils rouge d'un paquet de solutions robotiques. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas aucune situation qui est pareille. Exact. Puis, tu sais, on a fait, mettons, 2 entreprises, mettons, qui peuvent faire, mettons, de l'armoire de cuisine, mais ils ont des façons de faire différentes, ils ont des intrants qui sont différents, ils ont des expériences qui sont différentes, ils ont des visions de leur avenir stratégique qui est différente. Nous autres, c'est d'arrimer notre coffre d'outils avec les visions stratégiques de nos clients, puis de voir plus loin que de dire, ben moi, mon 4.0, mettons, puis mon futur, c'est une usine manufacturière, que je vais fermer les lumières, puis que le produit rentre, puis il sort. Il n'y a pas une main sur la ligne. C'est pas ça une vision technologique, mettons. C'est de prendre un pas de recul, puis de dire, OK, la technologie que je vais mettre en place, comment qu'elle peut changer mon expérience client, comment qu'elle peut changer mon expérience fournisseur, comment qu'elle peut changer la fluidité de mon cash flow, c'est de voir un peu comment que la techno at large sur ta business, ta vision stratégique, elle peut t'apporter quelque chose. Puis après ça, de dire, OK, ben moi, mettons, par exemple, la meilleure, tu sais, où est-ce que ça s'en va au niveau de la robotique, puis dans certains projets, là, qui est la personnalisation de produits dans une chaîne de production à haut volume. Ouais. Fait que de dire, mettons, moi, je fabrique un produit X pour de la clientèle, puis à ça, avec la technologie puis la robotique, mais je suis capable de dire, OK, ben, je vais te permettre de downloader une image qui va être imprimée sur le produit. La technologie fait en sorte que moi, ça passe blind, dans le fond. Là, tu sais, le robot va, mettons, dessiner ta face sur le produit. Fait que tu vas penser que tu as un produit custom, mais toi, pour toi, tu viens de changer ton expérience qui est incomplète. Ouais. Fait que ta rentabilité de ta technologie. C'est ça. Fait que ta rentabilité de ta technologie n'est pas de remplacer un humain ou nécessairement d'améliorer ta production, c'est de voir, OK, ma technologie, c'est pas mon usine et lumière fermée, c'est que je viens de changer mon expérience client. Comment je me repositionne dans un marché où ce que là, j'ai. Ce qui aurait été long à faire habituellement, mais que le monde peut, mettons, faire une commande sur Internet, puis c'est géré par des robots, puis ça se fait dans les 2 minutes qui suivent, tu sais. Exact. Il y a un article, il faudrait que je le retrouve, mais c'est sûr, ça se trouve sur le web. C'est une compagnie qui fabriquait des gants de golf.
Puis en se greffant d'un capteur d'une application, mais ils sont devenus c'est une compagnie on va dire de consultation. Là, ils vont analyser ton swing, ils vont te donner des conseils par les hypes, tout ça. Mais tu sais, c'est un mode. Tu sais, mettons, tu mets cette compagnie-là qui compétitionne contre une entreprise qui fait juste des gants de golf, c'est totalement différent. Fait que la technologie les apporte à un niveau différent. Ouais. Fait que ce qu'on essaie d'éduquer à nos clients, c'est qu'on essaie de travailler avec eux pour dire, tu sais, voici les technologies qui existent, c'est quoi ton idée, c'est quoi ta stratégie, qu'est-ce que ça va impacter, plus que ben, j'ai un goulot sur ma chaîne de production, puis il faut que je le règle. Ouais. C'est vraiment là qu'il y a les plus beaux projets, les projets les plus rentables, puis les projets qui, pour le long terme, sont plus bénéfiques pour le client parce qu'il va se différencier de sa compétition. Plus que s'il met un robot sur sa ligne puis il continue de produire les mêmes trucs. Produisait que son compétition, son voisin va produire aussi. C'est pas parce que c'est un robot que. Non, c'est ça. Ouais. Puis là, mettons, tout ça, là, toute cette belle entreprise-là, là, ça fait 8 ans. Ouais. Tu es sûrement fier de toute ton entreprise, de toi et ton partenaire, tout ce que vous avez fait, d'être rendu 30. Tu as une belle fierté là-dessus. Ouais, c'est sûr. Là, on est super. Ben, on est fiers. Là, tout le monde, puis voir le monde triper. Là. Ouais. Le meilleur exemple, c'est, mettons, un programmeur va travailler sur une cellule, puis là, il y a un bug qui a de la misère à régler. Là. Il y a de quoi qui arrive, qui est pas capable de mettre le doigt dessus. Tu vas pouvoir voir cette personne-là va comme être rouge, puis genre, là, comme un peu à fleur de peau. Quand elle va trouver sa solution, ça va être la première personne à se promener partout, faire comme, j'ai fait telle affaire, tout. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Fait que moi, c'est vraiment une belle fierté. Puis de voir, je pense que c'est vraiment de voir le monde triper dans ce qu'ils font, puis d'être capable de les mettre sur leur X qui nous rend le plus fiers. Comment tu fais pour arrimer tous tes chapeaux? Tu as sûrement été le doer au début où tu faisiez vraiment tous les projets. Aujourd'hui, tu agis peut-être plus en tant que direction, peut-être. Comment tu fais pour tout arrimer tes chapeaux? Moi, je pense que c'est à deux là, avec Sébastien, mon associé, qu'on scinde bien, on répartit bien nos tâches. Avec le temps, on essaye de plus en plus de voir à déléguer en premier pour essayer d'essayer de travailler plus, comme ils disent, sur la business au lieu de dans la business. Pas toujours le cas. Comme présentement, on a des demandes de soumission records. Fait que faut comme prioriser et donner un coup de main à ça. Mais normalement, on essaye tout le temps. On se rencontre 2 jours par semaine, puis on essaie d'avoir ce petit pas de recul-là pour voir comment ça va. On a faut toujours être dans les opérations. C'est exact. Prendre du recul. Ouais. Faire confiance à notre monde. Des fois, au début, ça devait pas être facile. Non, au début, c'est pas facile. Puis tu sais, c'est tout le temps je pense que dans l'entrée de jeu, il faut se conscientiser. Peu importe qui va faire une gestion d'équipe, c'est quand tu fais une gestion d'une équipe, peut-être qu'ils ont senti que c'est pas tout des toits que tu as dans ton équipe. Exact, non, c'est ça. Il y en a qui vont être plus forts, certains, plus faiblesses. Fait que si tes attentes est que quand je délègue une tâche, ça va être fait exactement comme moi je la fais. C'est non. C'est des grosses chances que non. Il va y avoir un petit truc en détail ou quoi. Fait que quand tu commences à accepter ça, puis à concevoir que les gens ils peuvent le faire d'une façon différente, puis arriver au même résultat, un résultat qui est un peu différent mais satisfaisant, mais c'est plus facile à déléguer et à faire confiance. C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Ouais. Puis mettons l'équilibre, toi, travail-famille, comment tu fais, tu gères ça, cet équilibre-là? Ouais, mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Là. Les enfants font énormément de sport aussi. Fait que c'est. Il me semble que quand on a joué au golf, tu disais que tu étais coach aussi. Ouais, coach de hockey, coach de soccer, coach de tout ce qui passe. Fait que. Non, c'est comme de rester focus, je pense. Là, le soir, c'est rare. Là, je suis pas quelqu'un qui va finir super tard. Là. Normalement, c'est à 4 heures. On est une gang de RFTech qui va au CrossFit avaler au repère. Là. Fait que normalement, c'est comme le cut-off de journée la majorité du temps. Puis après ça permet de passer du temps avec les enfants. Jusqu'à ce qu'ils se couchent. Puis des fois, tu pallies un peu à ta journée le soir. Là, mais comment c'est pour te déconnecter? Es-tu capable de déconnecter? Ouais, c'est vraiment le sport. Ouais. Fait que le sport, des fois, de façon abusive dans un sens, mais ça l'aide vraiment à déconnecter. Mais ça te permet de t'alimenter dans ton énergie, dans ton quotidien. Ouais, vraiment. Là, je le vois tout de suite. Là, si mettons, je suis 2-3 jours sans faire de sport, là,
Je le vois sur peut-être l'humeur, mais la façon que je vais travailler. Je vais être plus de gauche à droite. Puis avancer comme plein de tâches, puis à la fin de ma journée, faire comme j'ai rien fait aujourd'hui. Ouais. Que si je vais faire du sport, je vais faire je clenche ça, puis je vais passer plus vite là, au travers des to-do. Puis, tu sais, travailler avec des partenaires, puis tout, tu sais, ouais. Travaillez-vous avec du monde outre-mer ou c'est toujours du monde ici? Parce que ça doit faciliter aussi le décrochage. Si vous travaillez avec du monde d'ailleurs, parce que de la technologie, tu veux trouver des partenaires de confiance, mais ils peuvent peut-être la France, puis là, finalement, trop avoir 6 heures de décalage, puis là, ça tombe. Est-ce que vous autres, vous expérimentez ça? Ou... Non, nous autres, on n'a pas vraiment. Dans le fond, les manufactures, mettons, on va prendre les robots ABB, par exemple, sont faits un peu partout dans le monde. Ils ont plusieurs head office. Ils ont un head office, mais ils ont plusieurs bureaux partout dans le monde. Fait que nous, même si c'est un produit qui vient de l'Europe, on va travailler avec avec le ABB local, le ABB Canada ou USA. Ouais. Ça facilite les choses. Ouais. Fait qu'on on utilise des produits de l'extérieur, mais souvent avec des partenaires locaux. Ouais. J'arrive à la fin. Ouais. Il me reste quelques petites questions, puis t'en as parlé tantôt, là, mais c'est un peu... Quel conseil que tu aurais à donner à un jeune entrepreneur, un jeune Alex qui se starte? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à y donner? D'être conscient que un moment donné, de ne pas te donner le choix, mettons. Ouais. Quand t'atteins... T'auras jamais 100% confiance. Tu vas avoir une belle confiance dans ton projet. Est-ce que tu vas être en mesure de valider tous les éléments, tous les angles morts que tu voudrais voir, de ne pas te questionner à toutes les voies. C'est demander, tu sens que tu as de la confiance. Cette petite inconscience-là, de l'accepter, puis de foncer, puis tu vas le trouver le reste. Ouais. Puis des fois, ça sera même pas l'angle mort que tu pensais. L'insécurité que tu vis face à X, mettons, je sais pas si c'est financier ou technologique, études de marché ou whatever. Des fois, ça sera même pas là que tu vas retrouver ta réponse, ou ça sera même pas ça qui va te jouer des enjeux. Ça va être un autre truc qui va venir d'ailleurs. Puis d'être conscient quand tu vas parler de ton projet, il y a des gens qui vont le nourrir d'une certaine façon positive, des gens de façon négative, mais d'en prendre puis d'en laisser, puis tu s'écouter plus qu'écouter les autres. Fait que si tu as confiance en ton projet, puis ce que tu penses que les autres te disent, pas tes critiques, mais les gens vont dire du positif, du négatif par rapport à ton projet, de l'écouter, mais ouais, mais lui, il a pas raison, lui, il a raison, de t'écouter puis d'y aller quand même. Ouais, il va en avoir du positif, il va en avoir du négatif, c'est sûr. C'est de jongler tout ça qui est t'assurer de tout garder ton énergie sur les bonnes choses, les affaires qui sont importantes pour toi, puis pas trop t'éparpiller. C'est sûr. Si t'as de la drive, t'as monté de quoi, oui, faut que tu y penses à ton projet, mettons. Cette espèce de petite naïveté-là, de croire tellement en son projet que t'as une certaine, des fois, un peu une naïveté de ce qui pourrait arriver. Ça devrait pas être un bloqueur. Tu vas peut-être découvrir des trucs là-dedans qui vont t'amener ailleurs. Ouais. Toi, c'est quoi qui te motive à tous les jours, justement, d'avoir développé cette entreprise-là, puis de pouvoir continuer à croître tout ça? C'est quoi qui te motive? Je pense que c'est l'adrénaline que ça l'apporte. Là. Ouais, hein? Ouais. Parce que ça doit être constant, là. T'es pas dans un milieu répétitif. Chaque scénario est différent, chaque client est différent. Fait que ça doit t'alimenter. Exact. Puis, chaque client est différent, chaque projet est différent, chaque défi entrepreneurial est différent. Fait que, quand ça va bien, t'es sur un air d'aller, puis on parlait des up and down tantôt, que tu conscientises à garder ça comme niveau. Ben, tu sais, c'est quand t'as un down, ben, c'est l'adrénaline qui te ramène au top. Puis quand t'as un high, ben, c'est l'adrénaline qui, OK, on continue, on repart dans telle direction, puis on fait tel truc. Fait souvent, mettons, je suis dans le groupement des chefs, on le sait, là, je pense que c'est un commentaire qui revient souvent, mettons, des fois, il y en a un qui arrive au groupement, puis il est comme, OK, là, je suis brûlé, il me semble, j'ai envie de tout laisser ça, puis ainsi de suite. Puis tu fais comme, si tu laisses ça, tu vas repartir de quoi? Tu peux pas genre, t'en aller travailler pour X personnes sur une chaîne de montage pour faire ça toute la journée. C'est sûr qu'après une semaine, tu t'emmerdes. Ouais. Là, tu continues à dire, t'as bien raison. Là, tu te remotives, tu t'en passes d'adrénaline.
Fait que d'échanger, pour toi, c'est important. Puis Ouais, vraiment, d'être entouré de un monde. peu de l'énergie de tout le monde. Ouais. Puis je suis chanceux, dans mon sport, j'ai d'autres amis entrepreneurs avec qui je suis super proche. Fait que c'est le fun. Les vomis verbales, des fois, j'arrive puis je fais juste te dire ça. Je trouve que ça n'a pas de bon du bon sens. Ok, tu t'attends à quoi? À rien par tout. Ça va, on part, on fait une ride de bike, puis tout est passé. Ouais. Écoute, ça fait le tour. T'as vraiment un beau parcours, Alex. Là, Merci. Tu sais, moi, ça fait quelques années que je suis en affaires. Ouais. J'ai peut-être pas la même grosseur d'entreprise que la tienne. On vit des scénarios différents, mais je me suis vraiment vu un peu dans tes étapes. Puis c'est vraiment inspirant. Puis t'as vraiment un beau parcours. Aujourd'hui, ben, t'as une belle entreprise qui dans le milieu de la technologie, c'est quelque chose que tu sais, moi, j'aurais aimé ça faire si j'avais pas eu mon entreprise de vidéo. Là. Genre informatique, peut-être pas ingénieur, là. Ben, malgré que ça vient un peu avec, là, mais... Puis, ce qui est cool, c'est quand tu parles, mettons, avec d'autres entrepreneurs, tu te rends compte qu'il y a peu importe le chemin, l'évolution, la taille de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font. On dirait qu'il y a tout le temps comme un genre de fond commun, là, une genre de drive, une adrénaline, de créer, de surmonter des défis. C'est vraiment le fun d'échanger. Un gros merci de l'invitation pour le podcast. C'est vraiment cool. Merci, puis j'espère que t'auras aimé ton expérience. C'était ton premier comme invité? Invité, ouais. Ouais, c'est le premier comme invité. On en fait chez Reftech, on lead. Fait que non, c'est le premier comme invité. Fait que c'est très cool. Belle expérience. Merci Alex, puis on se dit tout le monde à un prochain épisode. Merci.